Bonjour et merci d'avoir tenu bon jusqu'à ce dernier cours qui se présente comme une conclusion. D'abord, quelques remarques sur JN et sa langue, JN et la langue, et puis quelques derniers mots pour clore le cours de cette année. Donc, nous avons vu la semaine dernière, en mettant en évidence la façon dont JN avait très probablement modelé sa division de l'histoire du Japon en 7 degrés descendants dans la décadence, sur ce qu'on a appelé l'exégèse commune en 7 étapes, Shichiban-guge, l'un des procédés d'exégèse scripturaire habituels à l'école Tendai, comment sa formation scolastique l'avait mené à considérer l'histoire du Japon comme un texte à déchiffrer, Ge, n'est-ce pas, le Ge de Gejaku, Gaishaku, selon les grilles de lecture qui lui étaient habituelles. Cela ne saurait être une surprise, car nous avons vu aussi, plus fondamentalement, que JN lui-même a très clairement, très explicitement indiqué que l'histoire japonaise, le principe de l'histoire japonaise, le Dōri, n'est-ce pas, évoluait selon 2 axes, les 2 lois sur lesquelles il revient constamment, qui se manifestent dans les 2 vérités, la loi du Bouddha, Buppo, la loi royale Obo, qui se manifeste selon les 2 vérités, Shintai, la vérité authentique, Zokutai, la vérité profane. Si nous gardons à l'esprit que JN accorde la première place dans sa réflexion à cette dialectique des 2 vérités, il paraît alors évident que cette septuple division, modelée sur la grille exégétique du Shichiban-guge, et je ne reviens pas là-dessus, je l'ai développé au séminaire, il y a trop d'indices concrets qui nous empêchent d'en juger autrement. On peut vraiment démontrer par la présence de certains termes que le Shichiban-guge est derrière cette division du 7e livre de JN, enfin, la division qu'il fait en 7 catégories dans le 7e livre. Donc que cette grille doit aussi se superposer avec les 7 catégories de 2 vérités, telles qu'elles sont résumées, par exemple, dans le compendium des doctrines de l'école du Lotus, le Hokkei Shugishu, n'est-ce pas, qu'on pourrait aussi traduire par compendium dogmatique. Je vous en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Je ne dis pas que JN a été directement inspiré par le Hokkei Shugishu. Le Hokkei Shugishu, comme je le redirai, est un compendium de textes de Chingi, de Tendai Daishi, n'est-ce pas, le fondateur du Tendai chinois du VIe siècle. Et comme vous le voyez ici, je vous donne quelques détails importants. Vous voyez qu'il dit bien Hosho Shintai Nari, n'est-ce pas, c'est-à-dire que l'essence, la nature de loi est la vérité authentique. Et vous vous souvenez, on le redira tout à l'heure, vous vous souvenez que dans l'un des poèmes de JN, nous avions bien le Hosho no Kotowari, n'est-ce pas, il définissait le Dōri par le Hosho, la nature de Dharma, la Dharmata. Et vous voyez que l'ignorance, les 12 liens causaux sont la vérité profane. Et pour développer cela plus en détail, on établit les 7 catégories de 2 vérités. Et comme évidemment le Tendai, la scolastique Tendai ne s'arrête jamais dans le plaisir de faire ce qu'on appelait au Moyen-Âge des numéralia, chacune de ces catégories se triple, ce qui fait qu'on arrive à 21 catégories de 2 vérités, n'est-ce pas? JN n'en parle pas, mais c'est simplement pour vous montrer que cette idée de septuple division était aussi présente dans le dogme, le Gi des 2 vérités qui sont le socle dogmatique de l'essai de JN sur le Gukanshu, dans le Gukanshu. Donc, chacune des 7 catégories se décline en 3, ce qui en fait 21. On remarquera que dans le compendium, qui ne fait que démarquer le sens mystique du lotus, le Hokkei Gengi de Chingi, comme le Shichiban-guge, d'ailleurs, les 2 viennent de la même source, il est bien dit que la vérité authentique n'est autre que la Dharmata. Et on se rappelle que JN, dans son poème de la centurie de Naniwa, la donne comme synonyme ou attribut du ri du Kotowari. Et je précise en plus que le Hosho, la nature, l'essence du Dharma, l'essence des entités aussi,
est tenu comme synonyme de jisso, n'est-ce pas? Jisso, c'est-à-dire la réalité, l'aspect réel des choses. Tout cela, ce sont des dogmes fondamentaux du Tendai, et c'est en arrière-plan chez Jien, dans la discussion de Jien. La discussion du compendium, je crois que je ne l'ai pas mis ici, fait ressortir que cette septuple catégorisation est faite à l'intention des esprits superficiels. C'est la citation suivante, vous voyez. Ninshin, n'est-ce pas, le Shito no Kokoro, Arakute, Asakute, sono alors, sono satori, il y a une erreur dans le texte, sono satori no shimmyo wo satorazu, ils ne comprennent pas, ou ils ne comprennent pas, le premier est dans le sens de la compréhension, et de l'autre, c'est la catégorie de l'éveil. Donc, ils ne comprennent pas la sublime profondeur de cet éveil. Et afin de développer, de déployer cette catégorie, nous montrons à la fois qu'elle est ample et lointaine. J'attire votre attention là-dessus parce que vous avez à la fin Toshi, et vous verrez que nous retrouvons des échos de cette expression dans le texte de Jien. Donc, que l'on se rassure, je ne vais pas ici me lancer dans la description de ces catégories et ne ferai que renvoyer à l'exposé que j'en ai fait dans mon livre sur le Hokke Shugishu, que vous connaissez peut-être, et bon, je n'ai pas le temps de le rappeler ici. Il importe simplement de souligner combien ce double septénaire s'applique facilement à la réflexion de Jien, fondée sur les modulations du principe des deux vérités, c'est Utsuri-yuku, n'est-ce pas, à travers l'histoire du Japon. La septuple exégèse de Shichiban-guge est la grille idéale pour une évolution qui s'opère en 7 facettes. Nous voyons donc combien la formation scolastique de Jien informe sa réflexion, ce qui est somme toute normal, étant donné sa condition. Et l'on pourrait d'ailleurs soutenir que la pensée japonaise médiévale, bien au-delà de Jien, à moins qu'elle ne se réfère explicitement au confucianisme ou à l'Onmyodo, est en quelque sorte bouddhiste par défaut, car c'était la scolastique bouddhique qui faisait la base de la culture des lettrés, dont beaucoup avaient lu les textes du Tendai. C'est-à-dire que les grilles scolastiques du Tendai sont la façon normale de catégoriser chez les lettrés de l'époque de Heian. Mais évidemment, Jien va beaucoup plus loin que la plupart des gens dans cet aspect. C'est cet aspect profondément scolastique qui met d'autant plus en évidence la singularité de l'entreprise de Jien, singularité dont il est conscient et qu'il aborde au début du 7e livre de son essai. Il s'agit de la langue dans laquelle il a choisi de s'exprimer, qui est bien sûr le japonais. Un profane naïf pourrait s'étonner de ce que l'un des poètes les plus illustres de la langue japonaise ait besoin de justification pour écrire en cette langue. Jien a écrit, par ailleurs, un nombre appréciable de préfaces et de postfaces dans ses recueils poétiques, dans ses centuries, n'est-ce pas, les hyakushu, dans lesquels il revient à plusieurs reprises sur la position de la langue japonaise au regard des langues sanskrites et chinoises. Nous avons remarqué plusieurs fois dans des cours précédents qu'il est soucieux de mettre le chinois et le japonais au même niveau de dignité, d'une part à travers la notion de fuzoku, que l'on pourrait traduire par coutume, mœurs, habitude, mais que nous pourrions aussi traduire peut-être de façon plus adéquate à notre époque par culture, tout simplement, au sens moderne du terme. Et d'autre part, à travers la notion de kotowaza, que nous avons eu l'audace de traduire par acte de langue. Or, il est bien clair que pour Jien, l'acte de langue par excellence est la poésie, que ce soit shi pour la Chine, n'est-ce pas, le shi de Kanshi, ou bien uta pour le Japon. La langue japonaise est toujours traitée sous sa forme que l'on pourrait qualifier de sublime en tant que poésie. Il n'y a nulle allusion dans les textes de Jien que j'évoque ici à la prose japonaise. Nous l'avons déjà dit aussi, même dans les grandes œuvres en prose de l'époque de Heian, l'Issei Monogatari et bien sûr le Genji Monogatari, on pourrait soutenir que les parties en prose sont là pour soutenir, introduire, justifier les parties poétiques. Et c'est probablement cette même idée, l'idée du caractère sublime et éminent de la poésie dans la hiérarchie langagière,
qui explique l'absence de traduction indépendante des sutras bouddhiques de langue chinoise, hormis bien sûr les lectures explicatives, les kundoku, qui s'en faisaient des sutras bouddhiques comme de tout autre texte chinois. Cette absence de traduction indépendante, avant l'époque de Kamakura, et d'ailleurs on pourrait discuter à propos de ces premiers textes présentés comme des traductions, mais qui ne sont été que des yomikudashi des sutras, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est du kundoku qui était normalement oral et à présent noté par écrit. Ce ne sont pas des traductions tout à fait au sens moderne du terme. Et peut-on vraiment les considérer comme des traductions ou simplement des mises par écrit des yomikudashi? Alors évidemment, cette absence de traduction indépendante était compensée par l'essor de la poésie japonaise, de la poésie bouddhique japonaise, les shakkyoka, que l'on pourrait considérer comme des traductions partielles, ponctuelles, voire des gloses perpétuelles sur le sutra. Cela revient donc à constater que seule l'expression poétique était considérée digne de rendre la langue chinoise des écritures. Ainsi, c'est le poème japonais qui rétablit l'équilibre hiérarchique entre les langues, et non les textes en prose. La différence est essentielle et suffisante pour amener Jien à se justifier. Si, pour simplifier, nous disions que la centurie de Naniwa était l'expression poétique d'idées couchées en prose dans l'essai sur l'histoire, il est évident que pour la centurie, Jien n'avait pas besoin de justification. Pour l'essai, il n'en va pas de même, et l'auteur doit des explications à son lecteur. Jien aborde par deux fois cette question dans son essai, en termes fort proches. À la fin du livre 2, d'abord, et au début du livre 7, ensuite. Alors, comme je vous le rappelle, c'est une position tout à fait particulière. Que ces deux passages soient si proches par l'énoncé s'explique assez facilement. Nous avons vu que les livres 1 et 2, d'après les spécialistes du Gukansho, ont été ajoutés après les livres 3, 6. Et de plus, la fin du livre 2 se présente comme une sorte de colophon, c'est d'ailleurs ainsi que l'intitulent les traducteurs anglais, probablement rédigé quelque temps après l'écriture même de ces deux livres. Il y a d'ailleurs une précision chronologique qui est donnée ici dans l'expression kyokyonen, n'est-ce pas, il y a 2 ans, et évidemment les spécialistes se demandent 2 ans à partir de quoi, et on arrive toujours à la même conclusion, c'est soit 1219, soit 1221. Pour ma part, qui ne suis pas un spécialiste du Gukansho ni de l'histoire de l'époque, la proximité des deux énoncés, c'est vraiment, vous allez le voir, pratiquement le même texte, incite à considérer qu'il est contemporain du livre 7 et donc probablement de 1221. Mais c'est une idée que je ne peux que donner de façon tentative, comme on dirait en anglais. Nous pouvons donc lire les deux paragraphes comme l'expression d'une même idée, sorte de conclusion et de justification finale de l'œuvre du moine historien. Alors voyons d'abord le premier passage. Donc c'est Jien qui parle. Encore une fois, je vous invite à regarder. Je ne le lirai pas, je mentionnerai simplement quelques termes et vous pouvez suivre. Encore une fois, ma traduction n'est pas une traduction littéraire, c'est une traduction littérale pour essayer. Et même, on ne peut pas faire une traduction complètement littérale tant, je vous l'ai dit, le texte est peu construit, n'est-ce pas? Donc on est malgré tout obligé de donner quelques articulations logiques qui ne sont pas chez Jien, mais qui sont indispensables à la compréhension. Donc Jien parle, en plus de cette chronologie impériale, n'est-ce pas, Kodai Nendai no Hokani, j'ai rédigé un aperçu d'ensemble, Shitotori o Kakeri, c'est à la fin, Shitotori o Kakeri. J'ai rédigé un aperçu d'ensemble des vicissitudes du principe dans le cours de l'histoire. Encore une fois, je traduis yo ici par l'histoire. C'est Yononaka, ce n'est pas le monde, ce n'est pas ce bas monde, c'est le monde, la société japonaise et les règnes, n'est-ce pas? Yo veut dire aussi les règnes, donc c'est autant le traduire plus rapidement par l'histoire, ça donne moins
d'exotisme. Évidemment, encore une fois, les vicissitudes, les Utsuri-yuku. Donc, j'ai rédigé un aperçu d'ensemble des vicissitudes du principe dans le cours de l'histoire, depuis l'empereur Jingmu jusqu'il y a 2 ans. N'est-ce pas? C'est le Kyokyonen que nous avions tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le lecteur devra bien comprendre cela pour lire ces pages. J'ai mis lecteur en plus, vous voyez, mis-le aussi au sens de lire, n'est-ce pas? Le lecteur devra bien comprendre cela pour lire ces pages. Le fait que j'ai écrit uniquement en caractères syllabiques japonais, shitoe ni kana ni kakitsukuru koto wa. Et vous voyez qu'à chaque fois, au lieu de dire, il va employer le mot parfois kotoba, Yamato kotoba par ailleurs, mais le plus souvent il emploie ici kana par opposition au mana. C'est vraiment le mode d'écriture. Vous savez que nous avons déjà signalé ça dès la 2e année de cours, ou même la 1re année. Jien, comme la plupart des lettrés de son époque, ne font pas de distinction formelle entre écriture et langue. C'est d'ailleurs l'une des bases de la réflexion de Jien à ce sujet. Donc le lecteur devra bien comprendre cela pour lire ces pages. Le fait que j'ai écrit uniquement en caractère syllabique, japonais donc, vient aussi de ce que j'ai écrit en réfléchissant au principe, c'est-à-dire en m'y conformant par mon expression, le principe se dégradant au cours de son évolution, n'est-ce pas? Le fait qu'il est écrit en japonais, c'est que Dori o moite kakeru nari, il a suivi le mouvement des choses. Nous sommes dans le Mappo Jidai, comme nous allons le voir tout à l'heure, et il faut s'adapter à la décadence des temps. J'ai conçu l'idée d'écrire ainsi, c'est-à-dire en ce style, pas, et Saki, kore o kaku kakan tomoi yuru koto wa, j'ai donc conçu l'idée d'écrire ainsi à l'intention des ignorants. Monoshireru koto naki shito no ryo nari. Ryo voulant dire ici tame, n'est-ce pas? Donc j'ai à l'intention des ignorants. J'ai scindé la phrase en deux, voilà. De ce que j'ai pu voir de les situations en ces temps qui sont les derniers. Excusez-moi cette formulation paulinienne, n'est-ce pas? Mais ce Matsudai, ici, Matsudai-sama, n'est-ce pas? C'est bien l'expression de cette eschatologie voire apocalyptique, de vision apocalyptique de Jien. Donc ce que j'ai pu voir de la situation en ces temps qui sont les derniers, parmi ceux qui se mêlent de lire quelques textes, vous avez ici Bumbo nitazu sawareru shito wa. Alors c'est un peu dépréciatif, et Bumbo, vous voyez que le terme même est dépréciatif. Et tazu sawaru, n'est-ce pas, qui se mêle, ce n'est pas de l'étude sérieuse. Alors qu'il soit noble ou malin, takakimo iyashikimo, j'attire votre attention sur le takaki parce que vous allez voir que c'est un terme qui fait problème un peu plus loin. On voit bien qu'ici, il s'agit du sens de noble, n'est-ce pas? Donc, nobles ou manants, clairs ou profanes, et qui, certes, sous couvert d'un appréciable souci de l'étude, Arigataku gakumon wa sasuga suru yoshinite, ne lisent rien d'autre que ce qui est écrit en lettres véritables, mana no moji. Or, parmi ces gens-là, il n'en est aucun qui en comprenne le principe essentiel. Sono giri o satori shireru shito wa nashi. Alors, oui, vous allez voir qu'il va réutiliser ce mot de giri. Je le traduis ici littéralement. Des gens, les traducteurs, commentateurs l'ont parfois compris de façon différente. Vous voyez bien que giri, dori, hosho no kotowadi sont des synonymes. Sono giri, c'est le sens. C'est le principe du sens qui est dans les Écritures et pas une compréhension superficielle. Vous allez voir qu'il va faire la distinction entre asaki et fukaki. Le giri, c'est ce qui est derrière le sens, derrière le sens superficiel. Comme on le voit, nous sommes loin ici de l'exaltation du japonais comme acte de langue comparable au chinois ou au sanskrit. Si Jien le choisit comme moyen d'expression, c'est parce que, qu'en ces temps de la fin, Matsudai,
Même les savants, qui font mine de ne lire que les textes en chinois classiques, sont en réalité incapables d'en connaître le sens réel. On notera le terme de bumbo, qui apparaît ici dépréciatif. Ce sont des cahiers, des fascicules, et non des livres complets. En cet âge sombre, même les lettrés ne peuvent s'attaquer aux vrais textes. C'est en étant pleinement conscient de l'insuffisance du savoir de son époque que Jien écrit en japonais. Ce n'est pas ici la langue des dieux, comme c'était dans la poésie bouddhique, mais la langue des simples ou des ignorants. On se gardera de conclure de cette remarque que le niveau des études chinoises de l'âge de Jien était considérablement dégradé. Nous avons vu, que ce soit lors du cours sur Kukai ou celui sur le Wakan Roeshu, que la littérature de commentaires en particulier prenait son essor précisément à cette époque de la fin de Heian et du début de Kamakura, où nous avions des commentaires très érudits, à la fois sur le Shōjiji Sogi de Kukai, et puis ensuite le Wakan Roeshu, n'est-ce pas, de Kinto, et des commentaires rédigés souvent par des moines d'ailleurs en Kambun, et qui manifestement savaient de quoi ils parlaient, contrairement à ce qu'insinue ici Jien. Rédigés en sino-japonais, ces commentaires montraient une érudition pleinement maîtrisée et une fine compréhension des textes avec des subtilités herméneutiques qui laissent peu de place à de tels reproches. Nous aurons à revoir l'assertion de Jien à la lumière de ce qu'il dit au début du livre 7, qui donne, à notre avis, une note différente au fait d'écrire en japonais. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais pour l'instant, poursuivons avec ce passage. Otoko wa kiden myokyo. Donc, otoko ici, c'est zennan zennyo no nan, n'est-ce pas? C'est-à-dire les laïcs, d'après tout le monde comprend comme ça, et on le voit très bien, vous voyez, otoko wa so wa, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut même lire nan wa, n'est-ce pas? Donc, c'est l'opposé des clercs, des moines. Donc, pour les hommes, pour les laïcs, beaucoup lisent les récits de règne et les biographies, les kiden, donc, c'est-à-dire des mémoires historiques de Sima Qian jusqu'aux histoires dynastiques chinoises. Là, il parle ici des textes chinois. Et ensuite, les classiques, n'est-ce pas, Myokyo, qui indique à peu près tout ce qui est considéré comme classique. On parle aussi des Jusankyo, n'est-ce pas, des 13 écritures, des 13 textes classiques, qui est une nomenclature qui existait déjà, semble-t-il, à l'époque de Jien. Donc c'est bien, ça va du Ekikyo, n'est-ce pas, jusqu'au Longo, etc. Mais c'est comme s'il ne les avait jamais regardés. Mishira Azaru Nyagotoshi, c'est-à-dire ils n'en ont pas de connaissance visuelle par lecture. Pour les moines, ce sont les sutras et les traités, les gloses et les commentaires. Je ne reviens pas sur ces distinctions, mais rares sont ceux qui les étudient vraiment. Gaku surushito tsukunashi. Gaku est ici au sens d'étudier en profondeur. Ils ne font que les lire. Pour notre pays, ce sont les Nihon, n'est-ce pas? Nihongi ika ritsuyo wa wayakuni no koto naredomo. Donc, pour notre pays, pour le Japon, ce sont les textes historiques, les Dikokushi, n'est-ce pas, les six histoires, qui commencent avec le Nihon Shoki, ainsi que les codes, les ritsuyo. Mais rares sont à présent ceux qui peuvent les déchiffrer. Et vous voyez encore une fois ce Yomitoku. La dernière fois, nous avions vu Ke, n'est-ce pas, Ge. Nous verrons aussi tout à l'heure le texte de Chi, le terme de Chige, le déchiffrement fondé sur la sagesse, la compréhension exégétique fondée sur la sagesse, cette idée que l'histoire comme les textes sont des choses à déchiffrer. Nous voyons ici un ordre intellectuel qui nous est familier, au moins depuis notre cours sur le Wakan Roeshu. La hiérarchie historiographique instituée par Jien et par tous les lettrés japonais est la même que pour les textes littéraires ou pour les textes religieux. Tout d'abord les Chinois, les textes continentaux, et ensuite les textes en sino-japonais rédigés en japonais par des Japonais. Et donc cela vient d'abord parce que c'est le seul style vraiment prestigieux. Et en troisième niveau, le surgissement du japonais, du japonais pur, du Yamato
kotoba, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit ici. Écrire en caractère syllabique, kana ni kakubaka ni nite, wa Yamato kotoba no hontai nite. C'est le propre, l'essentiel, encore une fois, hontai, c'est un terme qu'on peut prendre au sens léger, n'est-ce pas, le propre, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut prendre au sens lourd, c'est ce qui constitue la substance originelle de la langue japonaise. Il utilise ici le terme Yamato kotoba. Et cela n'a rien à voir, moji ni e kakarazu, et cela n'a rien à voir avec les lettres, sous-entendu les lettres chinoises. Vous voyez que kana est ici considéré comme l'antonyme de monji, et non pas mana, qui viendra plus tard. Donc monji, ce sont les lettres chinoises. Nous verrons, il a aussi utilisé parfois le terme de mana no monji, n'est-ce pas? On l'a vu, nous le verrons. Et même écrire avec ces caractères prêtera à rire pour ceux qui s'indigneront d'y trouver des termes peu compréhensibles. Vous voyez, alors, nous allons voir plus tard à quoi se rapporte cette phrase. Des termes, les yominikuki kotoba, il va les éliminer, justement. Il le dira un peu plus tard. C'est comme ça que l'on peut comprendre ce texte. Et vous voyez que c'est quelque chose qui peut être ridicule. Warau. On ne parle jamais de ça à propos des waka, n'est-ce pas? Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose, un changement de réflexion à cause du changement du domaine de la langue. Le terme de wakari nikuki hodo no kotoba peut prêter à confusion. On s'attendrait à ce que Jien parle de termes techniques du bouddhisme, par exemple. Mais la suite montre qu'il n'en y a rien. Alors, ici c'est une première définition des wakari nikuki kotoba. Ainsi, pour des expressions comme hata, alors oui, il y a quelque chose de très bizarre chez les éditeurs, commentateurs, traducteurs du Gukansho de Jien, que je ne m'explique pas. Enfin, personne ne voit ce qui est absolument évident, et je pense pour tout le monde et pour tous les Japonais qui sont présents ici. Hata to, muzu to, shaku to, do to, nado iyu kotoba domo nari. Le to, les taux que l'on voit apparaître sont les taux de citation, n'est-ce pas? Ou bien le taux de conjonction. Ils ne font pas partie des mots. Et tous les traducteurs commentateurs mettent hatato, muzuto, shakuto, doto. Évidemment, ça ne veut plus rien dire du tout. Et on se demande d'ailleurs à quel terme Jien peut vouloir faire allusion. C'est hata, muzu, shaku, do, n'est-ce pas? Et vous voyez, donc hata, c'est simplement l'expression qui veut dire ou bien, n'est-ce pas? Le muzu, alors le muzu, c'est une terminaison grammaticale mu plus sulu, n'est-ce pas? C'est-à-dire sentos qui est condensé en muzu, nzu, n'est-ce pas? Et l'on voit que cette senzadeba, etc., ce sont des locutions qui arrivent constamment dans le texte de Jien. Shaku, alors là c'est très amusant, puisque shaku n'est pas un Yamato kotoba, c'est simplement le terme shaku de kaishaku, mais qui est employé très couramment par Jien dans le sens justement dans le sens technique de commenter, faire l'exégèse. Et le do, bon, je ne reviens pas là-dessus. Il donne à peu près la même liste au livre 7, légèrement différente. Donc, voilà ici ce qu'il emploie, ce qu'il donne comme illustration des wakari nikuki kotoba. Il va y avoir autre chose tout à l'heure, mais c'est déjà une première chose, n'est-ce pas? Donc, ainsi, pour des expressions comme hata, muzu, shaku, do, c'est là sans doute possible l'essence même, encore une fois, de la langue japonaise. Leur sens peut être compris de tout un chacun.
Alors, donc c'est ridicule, c'est ce qui en constitue le terme, le côté ridicule. Et l'on voit, excusez-moi de revenir là-dessus, mais on voit que ce sont des emplois propres, non pas aux Japonais, l'approche japonaise relevée, mais à l'approche japonaise que l'on trouve dans les disputations bouddhiques, par exemple, et dont on a trouvé certaines illustrations dans le Musoki, n'est-ce pas ça, la relation du rêve de Jien, qui est en chinois hybride. Donc, ce dont il s'excuse ici, ce n'est pas tant d'écrire en japonais, mais d'écrire dans un japonais, dans un jargon bouddhisé. Alors que ce soit ici, alors voilà, Ayashi no bu, tonoi bito mademo, n'est-ce pas? Donc, que ce soit le plus vil des serfs, des corvéables, n'est-ce pas, des personnes corvéables. Ici, je pense qu'il faut lire bu au sens de donc les gens qui sont les manœuvres en quelque sorte. Que ce soit le plus vil des serfs, Ayashi et Iyashi ayant le même sens ici, que ce soit le plus vil des serfs ou une sentinelle du palais, Tonoibito, tous peuvent saisir nombre de choses, taji, grâce aux expressions qui constitue cette langue. Kono kotonoha yo naru kotogusa nite. Kotogusa étant l'expression concrète des kotonoha. Ne pas écrire en japonais par crainte du ridicule, n'est-ce pas, okashitote, obligerait à n'utiliser que les vrais caractères, c'est-à-dire les caractères chinois, les mana. C'est en réfléchissant continuellement au principe en sa pluralité phénoménale que j'ai rédigé cet essai. Et vous voyez qu'il emploie ici kono dori domo, qui est presque une sorte d'oxymore. Le principe est un, n'est-ce pas? Le principe est un du point de vue de la vérité suprême, du Shintai. Mais dans le Zokutai, le principe se fragmente, il change, il utsuri kau, utsuri yuku, et on peut parler de dori domo, les diverses facettes du principe. Il vaut mieux traduire par les diverses facettes du principe que par les principes qui n'auraient plus beaucoup de sens du point de vue de la finalité dogmatique de Jien, n'est-ce pas, puisque le principe est un, c'est le Hosho, n'est-ce pas. Donc c'est en réfléchissant continuellement au principe en sa vérité, en sa pluralité, que j'ai rédigé cet essai. Le fait d'écrire en japonais est consubstantiel, hontai, n'est-ce pas, au fait de traiter du phénoménal. Alors évidemment, lorsque l'on voit les mots que les tournures japonaises que énumère Jien, hata, muzu, shaku, il est douteux qu'une sentinelle du palais les ait utilisées couramment. Mais nous comprenons ce que notre moine suggère. Ce ne sont pas des tournures nobles ou littéraires. Il n'avait pas d'autre choix s'il voulait s'exprimer en japonais. Y renoncer l'aurait ramené au chinois. Nous pouvons être étonnés de ce que Jien n'aborde pas la question spécifique du vocabulaire spécial sino-japonais, par exemple. Mais nous comprenons aussi, il l'aborde d'une façon un peu détournée, vous allez le voir. Mais nous comprenons aussi que l'important est tout autant l'écriture que la langue. Il y a beaucoup de points communs, comme je viens de le dire, entre le style du Gukansho et le style de la relation d'un rêve, du Musoki. La différence essentielle réside dans le procédé de notation, puisque nous avions un hentai kambun dans le Musoki, un kambun hybride, un kambun macaronique. Ici, nous avons le texte original est en katakana, n'oubliez pas. Je vous ai donné une version en hiragana, mais c'est en katakana. Ce qu'il appelle l'essence hontai de la langue est défini ici de façon un peu décevante, en prenant l'exemple de tournure grammaticale, sans oublier d'ailleurs que shaku n'est nullement japonais, mais sino-japonais, et qu'il s'agit d'un terme hautement scolastique. Mais que nous puissions faire le lien entre ces brèves remarques et la pensée de Jien sur le noble langage japonais, ce que j'oserais appeler le vulgaire illustre, pour reprendre l'expression de Dante, est montré par la phrase suivante. Je pense en effet que pour nous qui sommes nés en ce pays, le Japon, il n'est impossible de ne pas être conscient de la portée des vicissitudes de l'histoire, telles au moins qu'elles sont causées par la culture de notre pays. Kono kuni no fuzoku no nareru yo no utsuri yuku.
nareru au sens fort, n'est-ce pas, constituer, former. Nous voyons qu'ici, en plus de son vocabulaire usuel de homomuki et utsuri-yuku, dont nous avons vu qu'ils sont constamment utilisés par Jien, il évoque un concept auquel il a souvent recours lorsqu'il écrit sur la poésie japonaise, celui de fuzoku, ainsi que nous l'avons vu. Il est donc clair que pour lui, malgré tout, écrire son essai en japonais relève de la même démarche que de composer des waka, c'est-à-dire suivre l'essence de sa langue. Le fait qu'il emploie le mot fuzoku très souvent dans ses préfaces poétiques et qu'il le reprend ici pour justifier son usage du japonais dans un texte où le japonais n'est pas d'ordinaire utilisé est tout à fait symptomatique. Jien reprend peu ou prou la même argumentation au début du livre 7. Il y a quelques différences importantes. En particulier, les exemples et modèles historiographiques et littéraires énumérés sont nettement plus nombreux. Et il mentionne entre autres, ce qu'il ne fait pas dans son livre 2, le Munzen, n'est-ce pas, l'anthologie la grande anthologie des textes classiques, littéraires classiques chinois. Cette anthologie a été faite au VIe siècle. Et il mentionne aussi le recueil de Hakurakuten de Pochuyi, n'est-ce pas, le Hakui Monju, le Hakushi Monju, n'est-ce pas, le recueil du sieur Po, dont nous avons suffisamment vu l'importance au cours des années précédentes et dont nous reverrons une sorte de homokage, de réminiscence tout à l'heure. Mais la précision est importante, cet ajout de texte littéraire, car nous voyons Jien implanter plus fermement sa démarche dans une perspective littéraire en plus de l'historique. Pour vous prévenir de ce que je redirai tout à l'heure, mais en produisant au livre 7 le titre du Hakushi Monju, il se met déjà dans la perspective du Wakando Eishu. Regardons de plus près les premiers paragraphes de ce livre 7, dans lequel il revient sur le choix qu'il a fait du japonais. Et tout d'abord, la première phrase que nous comprenons de toute autre façon que les commentateurs et traducteurs modernes. Ima kananite kaku koto takaki yo naredo. De notre temps, à notre époque. Ima, n'est-ce pas? Alors, ce takashi fait problème ici, et je le traduis de cette façon, bien qu'il semble distinguer, n'est-ce pas, noble, d'écrire, c'est la même chose que tout à l'heure, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison de penser qu'il prenne une autre acception ici. Bien qu'il semble distinguer d'écrire en caractère syllabique, en kana, c'est-à-dire en japonais, l'intention, issu, qui préside à ma mise par écrit de ce qu'il faut comprendre de la progression des vicissitudes de l'histoire, encore une fois, vous voyez toujours yo no utsuri yuku shida yo kokoro ubeki samao, alors l'intention qui préside est que de façon générale, les clercs comme les laïcs, lorsqu'ils considèrent les temps actuels, là, Imanoyo, n'est-ce pas, c'est le monde de notre temps, ont perdu toute faculté de compréhension intelligente. Chige, n'est-ce pas? Chie no rikai. C'est chie ni motozuita rikai. Et ne saurait faire œuvre d'étude. Gakumon. Toyukoto senu nari. Et vous voyez, gaku, tout à l'heure, vous avez vu gaku, ici gakumon. Pour ce qui est de l'étude, gakumon wa, que ce soit celle des moines qui s'adonnent aux sciences exotériques et ésotériques, Kemmitsu au Manabumo, nous avons vu Gakusu, Manabu, c'est la même chose, ou celle des laïcs qui étudient les histoires ou les classiques, encore une fois, Kiden et Myokyo, n'est-ce pas, comme tout à l'heure, ce n'est que s'ils en ont, au fur et à mesure de leurs recherches, Gaku Nishitagaite, une compréhension fondée sur cette intelligence, Chige, que cette étude présentera pour les autres un intérêt certain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent. Vous voyez que, sans le dire explicitement, il se remet dans la position du Mappo Shiso, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que dans le Mappo Shiso, dans l'époque de la fin du Dharma, de la fin de la loi, les textes sont transmis.
Tous les sutras sont là, tous les commentaires, les kyo et les ron, les sutras et les commentaires, les sutras et les traités sont là. Il y a encore des gens pour les lire, mais il n'y a plus personne pour les appliquer. Si l'on reprend la distinction de Confucius entre, n'est-ce pas, manabite tokini koreo narau, n'est-ce pas, étudier en profondeur et au moment opportun, narau, mettre en pratique ce que l'on a étudié, si vous me permettez de prendre Confucius pour expliciter le bouddhisme, eh bien, il n'y a plus personne pour mettre en pratique les textes, même du côté chinois. Alors, du côté de la science chinoise, c'est comme pour le bouddhisme. Jien transfère l'idée bouddhique du Mapo Shiso sur le Gakumon non bouddhique. Les gens, ce qu'ils font n'a aucune utilité, parce que c'est enfermé dans un chinois, dans une langue qui n'est pas transmise, et des doctrines qui ne sont pas transmises. Et ajoute-t-il désabusé, vous le voyez à la fin, n'est-ce pas, Inu no hoshi omamoru nando iyuyonaru, n'est-ce pas, se livrer à de telles études revient à être comme un chien qui contemple fixement les étoiles. Nous avons donc ici une expression nettement plus positive au début de ce que représente le fait d'écrire en japonais, pour JN en tout cas. Et il est curieux de voir que la traduction anglaise comme la traduction en japonais moderne, les deux de façon tout à fait différente, se refusent à prendre l'adjectif takashi dans son sens manifeste de haut, noble, imposant, l'une voulant y voir le sens de condescendant, l'autre de hautement répandu. Cela indique au moins que la portée de la remarque de JN n'est pas claire pour tous ses lecteurs. Et pourtant, il est évident que c'est bien ce qu'il veut dire. La langue japonaise est désormais une langue littéraire, cultivée par l'aristocratie, et c'est bien ainsi que l'on pourrait comprendre son entreprise. Écrire en japonais sur l'histoire pourrait passer pour une forme de snobisme, en quelque sorte. Nous serions alors loin des serfs et des sentinelles mentionnés, des bu, n'est-ce pas, et tonoi bito, mentionnés au livre 2, et mieux en accord avec la haute valeur qu'il accorde à la langue dans ses travaux poétiques. C'est-à-dire que le takakiyo se réfère à sa conception du japonais dans ses préfaces et postfaces poétiques. Mais c'est précisément pour nous signifier qu'il n'est pas lancé dans une entreprise littéraire qu'il mentionne cette possibilité. C'est tout simplement, et c'est ainsi qu'il rejoint sa remarque du livre 2, le japonais a l'intention des simples, parce que ceux qui lisent et écrivent en chinois ne comprennent plus le sens véritable des écrits qu'ils étudient. Sono giri o satoru koto nashi, c'est un terme qu'il emploie ici de la même façon. Il réutilise le terme de giri. Voyons une dernière remarque qui nous paraîtra aussi fort sibylline. Ces réflexions, donc, que j'aurais notées sous la forme de telles balivernes, zaregoto, c'est la même expression que jare, n'est-ce pas, dajare, etc. Zare, jare, c'est la même chose. Ces réflexions, donc, que j'aurais notées sous la forme de telles balivernes, les doctes à la mine sévère, imijigao naran gakusho tachimo, qui les comprendront facilement en leur cœur, les trouveront sans doute pourvus de quelque érudition, saigaku nimo shitem mono o tomoi yorite, tout en souriant tout seul. Il y a une petite contradiction, ils ont des mines sérieuses, mais ils vont quand même rire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sont sérieux, mais le caractère, à première vue, le caractère à première vue saugrenu de son intervention ne peut que faire rire les gens sérieux. Car, n'est-ce pas, pourquoi sourit-il? Il explique pourquoi il sourit. Il n'y a pas de sens yoshinashi à empiler ce que je traduis par shikiri, n'est-ce pas, yoshite, n'est-ce pas. Donc il n'y a pas de sens à empiler les citations de textes fondamentaux. Honmon désigne encore, vous voyez que Jien aime beaucoup ce caractère de hon, n'est-ce pas, ce qui est fondamental par rapport à ce qui est phénoménal. Ici, ce sont les textes fondamentaux, les textes originaux chinois. Il n'y a pas de sens à empiler les citations des textes fondamentaux et à se parer d'érudition, saigaku keshiki, pour écrire tout bêtement en japonais, sous-entendu. Yoshinashi, ça n'a pas de sens de faire ces citations. Certes, pour moi qui ne connais rien en réalité, Makoto ni mo tsuyatsuya to shiranu ueni, il parle de lui, n'est-ce pas? Certes, pour moi qui ne connais rien en réalité,
J'ai rédigé, sous-entendu cet essai, selon ce que j'ai cru comprendre des autres, warenite shito o shiru ni, selon que j'ai pu comprendre à mon aune, à ma mesure des autres, espérant laisser à la postérité, si peu que ce soit, de ce que j'aurais pu discerner du principe des choses. Mono no dori o wakimaete, shiran koto wa kayo ni te ya skoshi mo sono gose ou koose ni nokoru beki to omoite. Alors ce nokoru beki est un peu ennuyeux du point de vue grammatical, il faudrait dire nokoru beshi, mais c'est une j'hésite à dire faute, mais c'est un tic fréquent chez JN. Ici, donc, JN fait intervenir une autre considération, celle du côté ridicule, peu sérieux de son entreprise d'historiographie japonaise, comme l'indique le terme de zadegoto, bilvesé, baliverne. Il me semble qu'à ce stade, beaucoup de ses lecteurs, et peut-être nous aussi, peuvent avoir l'idée qu'il a en tête, peuvent entrevoir l'idée qu'il a en tête, et qui se précisera dans la suite de ce passage. Et pour ce faire, puisque ma langue est celle du syllabaire japonais, les kana, n'est-ce pas, elle semblera on ne peut plus ridicule et ordinaire, okashiku, mimichikaku, n'est-ce pas, ridicule et ordinaire. Et pourtant, le fait est qu'en plus, ueni, un sens y est profondément enfermé, fukaku komoditaru. J'y amène, sukasu, qui veut dire attirer, séduire, tromper même. J'y amène, donc j'amène à ce sens aussi le lecteur par ce moyen, kata, le ho, et évidemment c'est le ho de hoben, par ce moyen plaisant et superficiel, espérant lui faire discerner le principe véritable, shoi dori, n'est-ce pas, sei dori, encore une autre expression de. Vous voyez, nous avions les dori domo, ici c'est shoi dori, le principe à proprement parler. Mon seul souci, shitosuji, n'est-ce pas, étant en éliminant, alors kezuri stete, en éliminant expressément le vocabulaire trop recherché, mimi toki koto ba, kokoro kotoba ni kezuri stete. Alors vous voyez que nous avons ici ce toshi, n'est-ce pas, qui reflète la citation de tout à l'heure, donc, et le contraire de mimi to chikaku. Le mimi chikashi, c'est ce proche des oreilles, c'est-à-dire ce que l'on entend tout le temps. Mimi toshi, c'est ce qui est rare, recherché, ce que l'on entend de loin en loin. Alors donc, mon seul souci étant, en éliminant expressément le vocabulaire trop recherché, de protéger le royaume, yo o mamoru, de protéger le monde japonais, et de protéger les gens, shito o mamoru, à travers les changements graduels du principe dans le monde. Yo no naka no dori no shidai ni tsukuri kaerarete. Vous voyez qu'ici, le lien logique est très lâche, je suis obligé de le préciser. Que d'aventure, mangaichi, que d'aventure, se trouvent des gens pour penser. Quelle horreur, mugenare. Ça a été d'ailleurs, n'est-ce pas, en japonais moderne. Quelle horreur que ce texte, sous-entendu que ce texte écrit en japonais, les gens, donc les gens qui ont un vernis d'éducation, voyons un peu ce que disent les originaux. Honmon, encore une fois. S'il y a des gens qui pensent ça, c'est-à-dire que mon texte, aussi superficiel et ridicule qu'il soit, les incite à aller au-delà vers les honmon, ce sera mon souhait le plus profond. Avec l'emploi de termes comme sukasu, tromper, séduire, on pourrait même dire piéger, et kata, le ho, n'est-ce pas, de première partie du composé, hoben, les expédients salvifiques, JN nous montre comment il résonne en moine, ce qui ne saurait nous étonner. Sa langue simple, privée de mots centraux et kokoro kotoba, est peu sérieuse, okashi, kokoroe yasushi, une série de bilvesés, donc, des arigoto, mais qui mènent au-delà vers la préservation du monde. Avec un autre vocabulaire, nous n'avons rien d'autre ici que la formule prototypique que nous avons rencontrée dans le Wakan Roishu, dans le Senjusho et dans ce cours aussi chez JN lui-même, et que nous avions dans sa centurie sur Hakkoi, n'est-ce pas, et qu'il a souvent de fois répété dans ses préfaces et ses postfaces.
C'est la fameuse déclaration de Hakudakuten, de Pochuyi. Et n'oublions pas qu'il vient de faire ici une allusion au Hakushimonju. Donc c'est cette fameuse déclaration que j'hésite presque à reproduire ici, je le fais quand même, tant elle nous est familière, sur les propos fous et les paroles spécieuses, les Kyogen Kigyo no Ayamadi, n'est-ce pas? Et vous voyez encore Seizoku Monji no Waza, nous avons ici Monji, nous avons Sei, nous avons Zoku, tout ce que nous venons de voir dans ces différentes citations. Ce n'est pas un hasard, il est en train de... Et vous voyez que le Mirai no yo-yo, n'est-ce pas? Mirai seisei, ou Mirai seisei en lecture Tōrai seisei, n'est-ce pas? En lecture Gohon, nous avons tout cela chez Jien, dans tout ce que nous venons de voir, n'est-ce pas? C'est donc ça, il faut prendre ces propos fous et ces paroles spécieuses, Shirukaesu, il faut les retourner pour en faire des conditions, des N, des in et des n, des causes et des conditions pour amener vers le grand véhicule. Simplement, ici, c'est ce qu'il a derrière, mais c'est en même temps, il a deux propos. Le propos lointain qui est le propos bouddhique, exactement comme ici, et le propos d'historien qui est de ramener les gens vers l'original. Voilà. Nous voyons ici Kyogen Kigyo, n'est-ce pas, je ne reviens pas sur la prononciation, hein, Kyogen Kigyo, Kyogen Kigo, comme vous voulez, je dirais. Nous voyons ici Kyogen Kigo dans ces textes paraphrasés en Mugeni Okashiku Minimichikaki Zaregoto, si je puis dire. Mais leur destination est la même, mener les êtres au discernement, Chi-ge, n'est-ce pas, Chi-ye no Rikai, et faire comprendre la double loi du Bouddha et du royaume, Buppo Obo. Bien que Jien ne soit plus dans la même logique littéraire que dans ses compositions poétiques, il est clair qu'il suit une même démarche intellectuelle. S'exprimer dans la langue japonaise est aussi une démarche salvifique, c'est un hoben, qui doit mener les êtres de son temps au principe véritable. La langue japonaise sert à transposer en un mode accessible à tous les vérités qui sont dans les textes religieux et profanes, Naiten Geten, comme il le dit dans une partie que je n'ai pas lue ici, de langue chinoise, c'est des textes religieux et profanes de langue chinoise, qu'ils soient chinois ou japonais d'origine, mais écrits en Kambun. La différence avec la poésie de Jien est évidente. Plus généralement, n'est-ce pas? C'est une différence de destination. La poésie en général et la poésie de Jien, et lors d'un colloque que nous avons fait l'an dernier à Nagoya sur les Utato Horaku, n'est-ce pas, sur la poésie et l'offrande religieuse, certains, dans le feu du colloque, certains collègues sont allés jusqu'à dire, et je suis tout à fait d'accord avec eux, que même on pourrait considérer que le Kokinshu est un horaku, n'est-ce pas, une offrande religieuse, ce qui va un peu loin, mais certainement à l'époque de Jien, ce n'est pas du tout absurde. Donc ce sont des offrandes de loi, horaku. Les hommes qui ont ces poèmes sous les yeux ne sont que des lecteurs occasionnels, des lecteurs disons, c'est pendant le trajet que fait le poème de son auteur jusqu'à sa destination finale, les lecteurs, et même nous, n'en sommes pas la destination. Les destinataires, ce sont les dieux. Le Horaku, les poèmes de Horaku sont donnés, sont offerts, sont présentés à des jinja, que ce soit le Iwashimizu, que ce soit le Kitano Tenjin, etc. Donc l'essai sur l'histoire, en revanche, ce n'est pas pour les dieux, elle est destinée à l'entourage immédiat de Jien, comme l'était sa relation d'un rêve, vous vous souvenez. Mais alors que dans le Musoki, ce bref texte, Jien attendait de son lecteur une formation suffisante pour comprendre une réflexion elliptique, dans ce long essai qu'est le Gukansho, donc que je traduis par un essai sur l'histoire, il décide de recourir à un style somme toute compréhensible,
Les difficultés que nous avons à le comprendre proviennent de sa rédaction assez lâche et de sa grande proximité à la langue parlée, ce qui devait le rendre d'autant plus facilement lisible pour son destinataire de l'époque, qui était probablement donc l'empereur Go-Toba, d'un côté, l'entourage de l'empereur Go-Toba et les intermédiaires avec le shogunat de Kamakura, puisque vous savez que l'un des buts proches, n'est-ce pas, Chikaki, de Chikakisue, il y a Chikakisue et Tokisue du Gukansho, c'était de justifier, d'expliquer et de justifier la prise du pouvoir par le shogunat, et donc de retenir l'empereur Go-Toba dans ses velléités de restaurer un pouvoir impérial, ce qui n'a pas marché, bien sûr. Enfin, je parle du point de vue de Go-Toba, Noin. Ainsi, ce dernier grand texte de la vie de Jien, dont les derniers ajouts datent de 4 années avant sa mort, donc 1221, parfois même, on parle parfois de 22, mais je ne sais pas pourquoi, mais il est mort en 1225, n'oubliez pas, marque une date dans l'histoire de la pensée japonaise. Nous y voyons un grand moine, un grand scoliaste, un grand poète, qui se lance dans la rédaction d'un ouvrage singulier pour lui et pour son époque. C'est le sentiment de l'urgence, pour reprendre l'expression du Petit Prince à propos des baobabs, qui l'a animé et l'a précipité dans l'exposé fiévreux, on le voit par le style, n'est-ce pas, c'est fait vite, rapidement, d'une analyse grandiose de l'histoire du Japon, en tant que lieu de la fragmentation phénoménale du principe éternel. Le principe éternel qui n'est autre que la dharmata, que le hosho, la nature de loi, l'essence même des choses. Shoho jiso, n'est-ce pas, le hosho. Qu'il ait eu conscience en se faisant de se lancer dans une entreprise nouvelle, cela ne fait guère de doute. Nous avons fait remarquer que Jien ne cite dans ses sources aucun texte de langue japonaise. Il fait par deux fois la liste des sources sur lesquelles il se fonde. Il n'y a rien en japonais. Il se place délibérément et directement dans la lignée des grands textes de langue chinoise, qu'ils soient chinois ou japonais. À ses yeux, il n'y a rien en japonais qui puisse apporter à ses contemporains ce que lui entend leur apporter, un exposé du principe de l'histoire qui permette de comprendre ce qui s'est passé, de prévoir aussi ce qui se passera. Il le dit, n'est-ce pas? Il descend l'histoire et il la remonte. C'est une grille de compréhension. Et surtout, donc, de comprendre ce qui s'est passé, de prévoir aussi ce qui se passera, et surtout de le comprendre. C'est cette compréhension, Chige, quasi miraculeuse aux yeux d'un profane, vous savez, il le dit dans un texte que nous avons vu les dernières fois, c'est cette compréhension qui permettra au sage, Chi no Arushito, de conseiller utilement le souverain pour lui faire éviter le pire. Ce ne sera pas seulement dans le contexte historique de Jien, mais dans l'ensemble de l'histoire. Les Chi no Arushito sont là pour dire ce qui va se passer. Nous avons souligné à quel point le propos de Jien était ambitieux. Il ne s'agit de rien de moins que de déchiffrer l'histoire, le yo no naka, en la passant au crible de la scolastique bouddhique, cédant en cela des méthodes exégétiques éprouvées de l'école Tendai, le Shichiban Guge. Cela n'a rien d'artificiel pour Jien, de même que les textes bouddhiques ne dévoilent leur sens plein qu'une fois qu'ils ont été passés au crible de l'herméneutique, de même, l'histoire ne se déchiffrera qu'à l'aide de cette même exégèse, tout simplement parce que leur contenu est le même. C'est l'évolution des deux vérités, de leur parfaite fusion, Shintai Zokutai, jusqu'à leur division dans le phénoménal, où la vérité authentique s'occulte, myo, n'est-ce pas, nous l'avons vu la dernière fois, et seule la vérité profane et manifeste, ken. L'histoire se lit comme un sutra. Si nous avons vu à plusieurs reprises, y compris les années précédentes, que pour Jien, la poésie bouddhique qu'il composait était le fruit d'une méditation, d'une concentration, et rappelons-nous à ce sujet l'une de ses formules lorsqu'il relatait la composition d'un de ses recueils, d'une de ses sensuries, Nitai Ichinyo no kan ni irite, j'ai fait cela, Yomeri, n'est-ce pas, j'ai fait cela en étant entré dans la contemplation de l'unité, Ichinyo, de l'identité des deux vérités, Nitai. Il le dit, et il le répète d'ailleurs.
Pour lui, la poésie, c'était ça, c'était une forme de méditation. Et le résultat concret d'une méditation. Et nous trouvons également dans l'essai sur l'histoire, le Gukansho, un très riche vocabulaire concernant la réflexion, la pensée continuée. Nous avons plusieurs fois Anzuru-ni, Omou, Omoi Awasu, qui est l'un des termes les plus fréquemment répétés, n'est-ce pas, Omoi Awasu, et aussi Toku, n'est-ce pas, Yomi Toku, etc. Donc, qui est utilisé pour décrire l'activité mentale à laquelle se livre Jien en tentant de déchiffrer les vicissitudes de l'histoire. Or, dans un contexte bouddhique, et nous sommes dans un contexte bouddhique avec Jien, jamais il n'est en dehors du bouddhisme, la réflexion de Shiyui, n'est-ce pas, Shiko, ne peut être tenue que comme une forme de méditation. Et à plus forte raison, lorsque l'objet de la réflexion, ce qu'on appelle dans le bouddhisme le kyo, n'est-ce pas, sakai, c'est l'objet, vous avez shin, kyo, kokoro et kyo, l'objet, kyo, la pensée réflexive, réfléchissant et la pensée méditant, qui a un objet. Lorsque l'objet de la réflexion, donc à plus forte raison, lorsque l'objet de la réflexion, c'est les deux vérités et le principe, l'activité en question peut être assimilée à la contemplation, kan. Bien entendu, nous ne pouvons séparer du point de vue littéraire et surtout, osons l'expression de religieux littéraire avec un guillemet, n'est-ce pas, avec un trait d'union, ce qui est un peu ancien, mais ici c'est très pertinent. Donc nous ne pouvons séparer du point de vue littéraire l'activité exégétique à laquelle se livre Jien dans le Gukansho de l'activité poétique qu'il déploie dans la centurie de Naniwa. La seconde apparaît comme l'expression poétique de la première, centrée qu'elle est sur la personne de Shotoku Taishi et son rôle tutélaire de la coexistence des deux lois, le rôle tutélaire de Shotoku Taishi, considéré comme une émanation de Kannon, n'est-ce pas, et donc protecteur des deux lois, de la loi bouddhique et de la loi royale dans l'histoire japonaise. Donc le Gukansho apparaissant à la fois comme une récapitulation de l'histoire et une possibilité salvatrice si l'on suit les conseils qui y sont prodigués. Et je vous rappelle encore qu'on peut considérer que le Naniwa Hyakushu, la centurie de Naniwa, est une sorte de préface poétique au Gukansho. On ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas séparer les deux textes. Il a fait cette centurie au tout début de 1219 et au moment quasiment où il commençait le Gukansho. Et le Gukansho, et tout de suite après la composition de la centurie de Naniwa, vous le savez, se déclenchent les événements, les événements donc, qui vont conduire à Jokyu no Ran, n'est-ce pas? Donc nous sommes vraiment dans la même période. On ne peut pas les lire différemment l'une de l'autre. Ils ont les mêmes présupposés dogmatiques. Je vous ai dit qu'un poème de la centurie de Naniwa est répété quasiment en prose dans le Gukansho. C'est le même déploiement, enfin, le déploiement de la même pensée dans la dimension poétique et dans la dimension réflexive. Mais encore une fois, l'intention de Jien est autant de comprendre, de faire l'exégèse de l'histoire que de conseiller le souverain. L'ampleur de la réflexion qu'il déploie dans son essai nous amène à penser que l'objectif restreint, rapproché, que l'on attribue souvent à Jien dans sa rédaction est par trop réducteur. Nous l'avons dit, il a de plus grandes ambitions. Discerner, le terme de wakimaru, n'est-ce pas, wakimaeru en japonais moderne, wakimaeru, discerner, distinguer, faire discriminer, donc, qui revient constamment, n'est-ce pas, c'est discerner l'évolution du principe dans l'histoire, des origines de l'âge cosmique jusqu'à la fin. Vous vous souvenez, Go-sho, Go-matsu, Go-sho yori, Go-matsu made. C'est ce propos démesuré au regard de la position géographique japonaise, n'est-ce pas, et de la brièveté de son histoire.
je l'ai déjà dit, je le répète, mais c'est quand même très, très important, cette vision qu'il a de l'ensemble de l'histoire japonaise comme d'un kalpa, comme d'un go, n'est-ce pas, comme d'un âge cosmique, ce qui n'a rien à voir. Les âges cosmiques se calculent en millions d'années. L'histoire japonaise, bon, même en admettant moins 660 pour Jimmu, n'est-ce pas, nous sommes loin de la période couverte par un go, mais pour un kalpa. Mais pour Jien, il le dit plusieurs fois. Il est dans un âge cosmique. Sa description et la description d'un âge cosmique. Son procédé de lecture permet de remonter l'âge cosmique et de le descendre, de comprendre l'ensemble. Ce propos donc nous semble extraordinairement ambitieux du point de vue intellectuel, intégrer l'histoire japonaise dans le cadre général du bouddhisme. En réalité, nous retrouvons dans cette démarche de Jien une ambition qu'il avait déjà clairement exprimée dans ses textes sur la poésie japonaise. Nous avions vu que tout en proclamant la symétrie des poésies de langue chinoise et de langue japonaise, il n'évoquait nulle efficacité salvifique de la poésie chinoise, alors qu'il soulignait que la poésie japonaise permettait de réaliser la voie de Bouddha. Cette assertion était d'autant plus objectivement démontrable pour lui que la langue japonaise pouvait être décrite comme plus proche du sanskrit que du chinois, à la fois par son système d'écriture et par son vocabulaire même. Je ne reviens pas sur sa démonstration. Comme pour la poésie, qui était d'ailleurs déjà en germe avant Jien, mais Jien donne une démonstration beaucoup plus fouillée. Comme pour la poésie, l'histoire japonaise est posée par Jien comme ayant une teneur différente de la chinoise. Et cette différence est fondée sur le fait que le bouddhisme y est de façon occulte, myo, actif, et actif de façon très singulière, puisque c'est une forme unique de bouddhisme, dans la mesure où la doctrine du Honji Suijaku, n'est-ce pas, du Shimbutsu Shugo, de l'assimilation des Bouddhas et des Kami, donc, a fait que les divinités japonaises sont les émanations des Bouddhas et des Bodhisattvas. Une fois encore, c'est en liant la destinée du Japon au bouddhisme que Jien peut lui accorder une place singulière dans le monde, au point étonnant, je vous l'ai dit, qu'il puisse considérer le kalpa comme l'unité de base de son histoire. Les quelques remarques que nous avons faites sont loin de décrire l'originalité de Jien. Au moment d'arriver à la fin du cours qui lui a été consacré, essayons malgré tout de faire quelques lignes de conclusion. Nous l'avons appelé maître de la langue, et j'espère que les textes que nous avons vus au cours de cette année ont permis d'apprécier combien cette appellation était justifiée. Non pas parce qu'il fut le plus grand poète japonais, encore qu'il soit placé très haut dans l'histoire de la poésie médiévale, mais parce qu'il fut sans doute de tous les grands poètes celui qui a le plus réfléchi au sens qu'il y avait à composer en cette langue, et qui a su donner à l'activité poétique japonaise tout son prix en la fondant directement sur le bouddhisme. Cela aurait déjà suffi à justifier sa place dans l'histoire de la culture japonaise. Mais le fait est aussi qu'il a occupé une place majeure dans la société japonaise, une position qui lui assurait un rôle central, aussi bien politique que religieux, à l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire de ce pays. Si sa condition de prélat lui permit de louvoyer habilement entre les différentes factions en cause, si habilement qu'il semble avoir évité, malgré sa proximité avec l'empereur Go-Toba, qui termina sa vie dans l'amertume de l'exil, toute représaille et même toute difficulté une fois la crise terminée, et mourut couvert d'honneur, sa profonde formation scolastique et sa vivacité intellectuelle, qui perce à travers ses écrits en prose comme en vers, ne pouvaient le laisser indifférent à ce qui se passa autour de lui. Il est extraordinaire que sa dernière œuvre, soit en quelque sorte en rupture avec tout ce qui l'avait précédé, si l'on met à part ses brèves considérations sur son rêve fondateur. Son essai sur l'histoire, le Gukansho, est sans nul doute un repère important dans l'histoire de la pensée japonaise, bien qu'il n'ait pas joué d'une grande reconnaissance avant l'époque moderne, il faut le dire. Ce n'était d'ailleurs pas son but, et c'est ce qui me rend en tout cas Jien d'autant plus attachant. Il voulait avant tout comprendre. Qu'il ait pensé que l'essai qui surgit de cette compréhension puisse être utile à son entourage est une chose, mais ce n'était qu'une conséquence secondaire. Jien était sans nul doute un homme de foi, dont la naissance dans le clan le plus illustre de l'histoire japonaise, les Fujiwara, avait modelé sa vision de sa place dans la société. Il lui fallait rendre compte
de la tribulation des temps à la lumière de ce qu'il considérait comme le rôle éternel de sa famille dans une histoire instituée par les dieux et protégée par les Bouddhas. Il y est certainement parvenu, à ses yeux tout au moins. Qu'il l'ait fait en utilisant en prose la langue qu'il avait illustrée par ses vers est une innovation hardie. Il a ainsi édifié le premier monument de la réflexion historique en langue japonaise. J'espère avoir pu montrer que les deux aspects de son activité reposaient sur une même conception du rôle singulier de la langue japonaise dans ce que je pourrais appeler l'économie du salut, pour reprendre une expression bien passée de mode, du Japon. Il faudra attendre longtemps avant que les Japonais reprennent le travail de JN. Ce sera dans un cadre intellectuel tout différent, car je pense que ces véritables héritiers, c'est une idée que je risque et qu'il faudra démontrer, et je suis heureux que quelques historiens puissent y penser, ces véritables héritiers seront les penseurs de l'époque d'Edo, ceux que l'on a appelés les Kokugakusha, dont il faudra bien un jour réexaminer la dette qu'ils ont envers JN. Mais ceci est une autre histoire, et je vous remercie d'avoir assisté avec tant de patience au cours de cette année. C'est aujourd'hui le dernier cours. Merci beaucoup.